Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, ici Naïterion et j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu, cette vidéo est une synthèse en fait de ce que j'ai abordé il y a quelques temps en stream et vu l'importance et le nombre de questions et surtout le sujet que l'on a eu et la discussion qu'on a eu en stream, j'ai décidé également d'en faire une vidéo pour vous qui me suivez sur YouTube également. Et aujourd'hui en fait nous allons parler un petit peu économie grâce donc à plusieurs analyses sur la santé du milieu du jeu de rôle, du jeu de plateau, du jeu de cartes à collectionner également. Donc attachez vos ceintures car on va aller à l'essentiel tout simplement pour essayer de vous donner un maximum donc d'éléments pour comprendre tout ça parce que c'est pas toujours facile à résumer et vous faire ça en une seule phrase un peu, je trouve qu'il y a pas mal de biais que il faudrait également donc écarter de cette réflexion là. Je précise évidemment mes sources pour cette fameuse discussion qu'on a eue en stream parlent en grande partie du marché américain car c'est celui qui a produit le plus d'analyses, donc gardez ça en tête, même si vous allez vous rendre compte que évidemment nous sommes dans une structure, dans un marché, dans une économie où ce qui se passe aux États-Unis est également impactant chez nous et souvent de la même manière, et vous allez vous rendre compte que les arguments que je vais avancer pour les États-Unis sont également du coup utilisables en Europe de manière générale. Vous le savez, l'infrastructure de la chaîne d'approvisionnement américaine a été donc confrontée à de grosses perturbations sans précédent et à des retards énormes, records au cours des années écoulées évidemment. Nous allons retracer donc les étapes de cette fameuse chaîne d'approvisionnement, ces fameux blocages actuels et notamment ces impacts sur l'industrie du jeu de table, donc de manière générale, ainsi que l'économie américaine dans son ensemble. Voilà, de nouveau, prenez de la distance là-dessus. C'est important, vraiment, gardez-le en tête. Pour moi, c'est nécessaire de vous le répéter plusieurs fois. Je pense qu'il s'agit en fait d'un sujet important à explorer, à expliquer, car c'est l'un des plus grands défis en fait auxquels auxquels toutes les entreprises et en particulier les développeurs de jeux de société indépendants sont confrontés aujourd'hui et également sur les prochaines années. L'objectif donc de cette vidéo est tout simplement de démêler un peu un système qui est parfois d'une complexité incommensurable, comme diraient certains, et surtout offrir une compréhension plus ou moins digeste du sujet en question et des thèmes que l'on va aborder et des raisonnements. Mon espoir évidemment ici avec vous est de pouvoir donner donc aux clients que vous êtes et aux créateurs ou créatrices que vous êtes également un peu plus de clarté sur la crise actuelle donc de la chaîne d'approvisionnement donc dans son ensemble et donc par défaut de l'état global donc de la crise du jeu que l'on appelle de plus en plus. Cela peut aider donc chaque partie à gérer les attentes, à réduire notamment les frictions, les frustrations et adopter un état d'esprit axé sur des solutions pour résoudre un problème qui touche en fait presque tous les secteurs. Mais nous, on va évidemment parler uniquement de ce qui nous intéresse et de ce qui nous concerne. Pour mieux organiser en fait toute cette vidéo et pour organiser et parler en fait de toutes les pannes et de tous les niveaux que comprend donc cette question-là au niveau du système, nous allons donc séparer notre voyage aujourd'hui tout simplement sur le voyage d'un jeu de société ou de tout autre produit évidemment si vous commandez à travers le monde. Et du coup, on va diviser ça donc en 4 sections principales. On va diviser ça avec, du coup, dans un premier temps, les usines asiatiques. Évidemment, inutile de vous expliquer que la majorité des biens qui sont produits et qui sont en tout cas trouvables en Europe proviennent des usines asiatique dans son ensemble, dans sa globalité, sans vraiment lâcher de pays en particulier. On va parler également du coup des ports, principalement des ports américains pour les biens qui arrivent aux États-Unis, mais nous allons parler donc de l'approvisionnement et surtout de l'aspect logistique. On va parler des transports entre les États, ce qu'on appelle les transports interétatiques, et ensuite on va parler de la problématique donc des entrepôts et des entreprises qui travaillent autour de ça. C'est une vidéo qui va pas être spécialement la plus fun de tous les temps. Elle risque d'être peut-être un peu longue. J'ai pas envie spécialement de vous mettre dans un mauvais mood ou dans une mauvaise phase. Ne vous dites pas que c'est quelque chose, on est foutu, c'est la merde, etc. C'est vraiment plus pour vous expliquer et essayer de trouver quelques raisonnements et quelques explications sur ce qui se passe et pourquoi les prix augmentent, pourquoi c'est difficile de se procurer certains produits, etc., etc. Voilà.
Il y a plein de raisons également à rajouter. Alors, je ne parlerai pas de la crise du papier, bien évidemment, mais la crise du papier fait partie de ce que l'on va discuter aujourd'hui, de cette globalité qu'on appelle de plus en plus donc la crise du jeu. Ces 4 étapes, en fait, donc les usines en Asie, les ports, le transport et les entrepôts / entreprises qui travaillent autour donc des entrepôts. Ces 4 étapes, en fait, créent une boucle, on va dire ça comme ça, une boucle géante, et chacune d'entre elles, en fait, comporte des petites boucles à l'intérieur de leur propre plus grande boucle. Donc c'est vraiment des petites boucles dans des grandes boucles qui forment ensemble donc les 4 nations, évidemment l'eau, la terre, le feu et l'eau, les 4 grandes tribus si vous avez vu Avatar. Ensuite nous examinerons évidemment l'impact de chacune de ces étapes sur le marché des jeux de société en particulier, ainsi que les complications futures à envisager. Alors je vous rassure tout de suite, je suis juste en train de préparer mes documents, mes notes et mes explications, et on va commencer de suite. Alors première étape, on va parler évidemment, donc je vous disais, des usines asiatiques. Eh bien, il faut savoir qu'il n'est pas surprenant que nous puissions faire remonter bon nombre en fait des défis actuels au seul et unique en fait coronavirus. Inutile de vous dire que la présence de cette maladie a impacté énormément de choses. Il y a maintenant en 2019, ça a commencé en 2019, nous sommes à l'heure actuelle en 2022 et il y a encore à l'heure actuelle tout simplement des répercussions de cette maladie et il n'est pas surprenant donc que nous puissions faire remonter beaucoup de ces défis actuels à cette maladie-là qui a bloqué et changé pas mal de choses dans notre moyen donc de consommation. Lorsque les gens n'ont pas pu sortir en fait de chez eux, pendant la pandémie, en fait, les habitudes de consommation se sont déplacées des services vers donc les produits physiques. Et il y a eu pas mal de changements en méthode de consommation. Si vous me suivez un peu sur Twitch et que vous regardez un peu de temps en temps les quelques vidéos d'économie que j'essaie un peu de vous présenter, notamment autour de Donjons & Dragons, pour essayer d'illustrer vraiment ce qui se passe à grande échelle internationale. Voilà, vous le savez, il y a eu du changement. Hein. Le football n'est plus le même, comme dirait Mbappé. Le football, il a changé. Certains d'entre vous le savent depuis bien plus longtemps que moi. Mais voilà, après donc cette période donc de pandémie, après la réouverture des usines, celles-ci en fait ont dû traiter à la fois l'arriéré de commandes et donc les commandes en retard et également donc les nouvelles commandes qui ne se sont pas arrêtées entre-temps, tu vois. Donc voilà, c'est ça. Le Wall Street Journal, lui, par contre, a signalé une augmentation donc de 14% des importations en 2021 par rapport à 2020. Donc entre 2021 et 2020, 14% d'augmentation. Et Morgan Stanley a documenté donc que les dépenses en biens durables en octobre 2021 étaient 40% plus élevées qu'en octobre 2019. Donc les dépenses en biens durables en octobre 2021 sont 40% plus élevées qu'en octobre 2019, donc juste avant les périodes de pandémie, etc. Voyant donc l'augmentation et surtout la demande, et en réalisant que les retards inévitables qui vont avoir lieu, les entreprises en fait ont exacerbé le problème, notamment en réagissant et en plaçant de manière préventive des commandes plus importantes plus tôt dans l'année. Cela exerçait en fait un nouveau stress énorme sur un système qui était déjà hyper déséquilibré et qui à peine essaye de se remettre sur ses jambes directement. Oh mon Dieu, ça commence à réouvrir. Vite, faites des plus grosses commandes. On ne sait jamais qu'il y ait de nouveau un problème, etc. Et donc autre source donc qui s'appelle Insider News. En fait, Insider News a documenté en fait que les 9 premiers mois de 2021 seulement ont vu une augmentation du volume donc de frais, du nombre de commandes qui sont donc commandés. On a donc une augmentation du volume de frais de 30%, rien que sur les 9 premiers mois de 2021. Parallèlement, donc là, on va du coup s'intéresser à Flexport, qui s'occupe vraiment donc de comprendre et d'analyser en fait toutes ces données-là. En fait, Flexport a révélé que le transit de l'Asie vers l'Amérique du Nord a doublé depuis donc 2020. Donc 2020, 2021, 2022, on a donc doublé le nombre de transits entre l'Asie et l'Amérique. En 2021 et en 2022, le nombre donc de marchandises produites a continué à dépasser en fait le nombre de conteneurs vides disponibles.
principalement donc en Asie. Bien évidemment qu'il existe plusieurs facteurs contributifs à cette question-là. Ce problème donc particulièrement a également commencé au début de l'année 2020, la fameuse année 2020, lors de la fermeture donc suite au Covid donc de certaines usines qui a notamment duré pendant plusieurs mois. Donc pas assez de transport, augmentation du volume de frais, voilà, les entreprises asiatiques sont surchargées, anticipant donc des pertes financières dues à une éventuelle récession provoquée par le Covid. En fait, de nombreux transports, donc ceux qui s'occupent donc évidemment de transporter, donc les transporteurs maritimes ont décidé en fait d'annuler l'expédition donc de conteneurs vides en Amérique vers l'Asie, selon donc le dernier rapport logistique donc de McKinsey. McKinsey, évidemment, si vous êtes en France, vous commencez à connaître évidemment cette magnifique entreprise. Donc voilà, il y a eu donc pour éviter la récession provoquée par le Covid, donc on ne rapatrie pas les transports, enfin les cargos transporteurs et les conteneurs vides en Amérique et les ramener donc vers l'Asie. Du coup, après donc réouverture des usines, qu'est-ce qui se passe ? Les produits prêts donc à être expédiés ont commencé à s'empiler puisqu'il n'y a plus assez de cargo du coup pour les usines et donc ils ont commencé à s'empiler absolument dans un bordel monstrueux, sans méthode comme ils disent, pour tout simplement les acheminer vers le consommateur, que ce soit l'Europe, les États-Unis ou le reste du monde. Donc d'un côté, on a une explosion du volume à transporter dépassant les limites maximum possibles, la fermeture des usines et l'anticipation des pénuries en commandant plus de matière alors que les transporteurs retirent des expéditions. On se retrouve donc avec beaucoup de choses en attente qui ont immédiatement saturé donc cette première partie de l'équation. Nous devrions également, en fait, dans cette réflexion, examiner un autre facteur de complication, les taux d'importation et d'exportation. Évidemment, les Américains importent beaucoup plus qu'ils n'exportent. Il en résulte de coup qu'encore plus de conteneurs vides restent bloqués aux États-Unis et donc ne sont pas rapatriés vers le reste du monde, notamment et principalement en Asie. D'autres obstacles, en fait, majeurs et tout simplement le manque d'espace en fait sur les navires eux-mêmes. Un navire, ce n'est pas extensible, il y a une place limitée. Voilà, on peut pas rajouter, on peut pas dépasser certains montants de cargo, etc., malgré que beaucoup d'accidents ont lieu en ce moment. Je vous laisse un peu vous renseigner là-dessus. On avait regardé, il y avait énormément de choses qui se sont passées au niveau donc de la surcharge. L'augmentation donc de la demande d'importation et les retards donc dans les ports, notamment on dit les ports californiens parce que voilà, ce sont les plus gros. On y reviendra un peu plus tard. En fait, ça ajoute une couche supplémentaire à un problème qui est déjà hyper coûteux. Et donc, qu'est-ce que ça signifie pour les entreprises concrètement ? En termes très simples, il y a des pics massif de coût des conteneurs d'expédition. Comme il y a moins de conteneurs qui sont utilisés, donc moins de conteneurs disponibles pour les transports, le prix des conteneurs disponibles augmente. L'offre et la demande, un grand classique. En fait, selon un reportage donc de 60 Minutes datant de décembre 2021, c'était il y a quelques mois, il y a eu 7-8 mois maintenant à l'heure où je tourne cette vidéo. En fait, les conteneurs standards qui coûtaient à l'époque donc $2 000 avant la pandémie coûtent désormais à peu près $20 000. Donc le prix a fait x10 en quelques années. Et malgré tout, ça s'est vendu et ça s'est loué jusqu'à la rupture parce qu'il y avait un besoin toujours plus important d'amener les commandes à bon port. Ça, c'est pour la première étape, uniquement sur les usines, principalement axées du coup en Asie. Asie, on parle évidemment de la région, ça va du Moyen-Orient jusqu'à l'Asie, à l'Asie style le Japon. Alors j'ai oublié le nom de cette région parce que j'ai chaud et que je l'ai pas noté dans mes notes, mais c'est vraiment, ça va du textile, de la zone vraiment Pakistan, Inde, Afghanistan, vraiment, et ça remonte vers tout ce qui est Philippines, Indonésie, Vietnam, ça remonte vers la Chine, la Corée, ça va jusqu'à Taïwan, ça va jusqu'au Japon. De ce que j'ai compris, ça descendait pas trop sur la Nouvelle-Zélande et l'Australie, mais ils sont également impactés, mais de moins grosse importance. Renseignez-vous là-dessus. Malheureusement, je suis pas experte à ce niveau-là, mais voilà, penchez-vous sur cette question-là. Ça pourrait être intéressant de pouvoir un peu compléter du coup la réflexion qui a lieu aujourd'hui. Et donc, malgré le fait que les conteneurs soient bloqués parce que
les expéditeurs décident donc d'éviter d'être à perte, eh bien on a donc des conteneurs vides qui ont fait x10 et ça s'est vendu quand même et du coup c'est banco. Maintenant on va parler donc de la deuxième étape, on va parler des ports américains et non je ne parle pas des habitants mais bien donc des ports maritimes. Si vous pensiez en fait que les défis liés à la production étaient importants, on va essayer, attendez de voir le plus gros goulot d'étranglement qui existe. On va parler donc des ports et de l'économie américaine. Accrochez-vous, mesdames et messieurs, ça va piquer et ça va piquer très très fortement. Les problèmes d'accostage est le résultat mortel composé en fait d'une perte d'augmentation des importations, d'une pénurie en fait de main d'œuvre et d'une partie donc de vieilles cargaisons et d'unités vides qui ne se déplacent pas car bloquées par la pandémie. Je viens de vous expliquer la raison pour laquelle tout ça s'était bloqué, ces fameuses cargaisons. Selon de nouveaux Flexport, rien que le transit maritime de l'Asie vers l'Amérique du Nord a doublé depuis 2020. Donc on est en 2022, nous sommes globalement fin juillet 2022. En l'espace de 2 ans, en fait, le transit maritime de l'Asie vers l'Amérique a doublé en 2 ans, entraînant donc une multiplication par 2 donc, du nombre de navires utilisés également. Voilà, plus de navires, plus de transports, plus de navires. En 2018, l'Office of the United States Trade Representative a publié pour la dernière fois que 67% des importations américaines proviennent donc de la région d'Asie-Pacifique. CNBC donc souligne un autre facteur de complication à ces goulots d'étranglement au niveau des ports, c'est les plus grands navires en fait, dont donc les plus efficaces et les plus abordables ne peuvent plus passer par le canal de Panama, principal canal mondial du passage maritime. Je vous laisse renseigner pourquoi, j'ai pas envie de parler de politique et autres ici. Renseignez-vous pourquoi en fait ces bateaux ne peuvent plus passer par là. Cela donc contribue à ce que 40% des importations passent par 2 ports californiens principalement, celui de Los Angeles et celui de Long Beach. C'est là que nous rencontrons en fait notre prochain grand goulot d'étranglement. En 2021, le port de Los Angeles a noté qu'environ 11,5% des navires mondiaux étaient hors ligne. C'est parce qu'en fait, ils sont bloqués dans une file d'attente juste pour pouvoir entrer dans le port et pouvoir entrer dans un quai avant de pouvoir du coup être débarrassé de son contenu. Le même mois, en fait, le port de Los Angeles va révéler que des navires attendent en moyenne 18 jours et demi rien que pour entrer dans un dock. Donc ils sont 18 jours et demi à l'entrée du port pendant que d'autres navires arrivent, etc., en train d'attendre pour avoir un accès à un dock. En février donc 2022, il y a 5 mois maintenant, CNBC a confirmé qu'il y a encore plus de 90 bateaux qui ne peuvent pas entrer dans le port de Los Angeles et qui attendent en mer en février 2022, donc avec du matériel, etc. Une fois qu'un navire s'arrête, évidemment dans un dock, il doit être donc déchargé. 18 jours et demi, beaucoup d'attentes, en moyenne à peu près 90 bateaux, etc. L'émission spéciale en fait de 60 Minutes en décembre a révélé que le temps moyen de déchargement est passé donc de 2 jours en temps normal à 9 jours pour décharger un seul bateau également. Évidemment, c'est lié à quoi? Réglementation Covid, ça a joué un rôle majeur dans l'augmentation des temps de déchargement en grande partie, mais pas que, et vous allez voir pourquoi ça devient un peu plus pervers dans la manière dont les choses sont présentées. Pas plus tard en fait qu'en janvier donc 2022, je suis désolé pour les jumps qu'on fait au niveau du temps, j'espère que vous arrivez encore à suivre, mais pas plus tard que janvier, donc il y a maintenant 6 mois, le port de Los Angeles a déclaré qu'environ 10% des employés des quais avaient contracté donc le Covid, la Covid, selon comment vous le dites, j'en ai rien à faire. Et en fait, ils étaient tout simplement dans l'incapacité donc de travailler. Donc on a déjà une perte aussi au niveau donc des employés, des cadres et des lois au niveau du Covid, la sécurité, etc. Et ce ralentissement en fait aggrave les pénuries causées par ce que l'on appelle un concept très important à reconnaître, c'est la grande démission.
c'est un phénomène professionnel en fait où très récent où en fait les employés suite à la crise du Covid ou à la pandémie ont tout simplement décidé de changer de vie et donc également de changer de travail et ont donc démissionné. C'est un vrai phénomène professionnel qui a eu lieu notamment aux États-Unis mais qui est très présent en Europe aussi. Regardez un peu autour de vous le nombre de gens qui ont changé de vie suite en fait après s'être rendu compte que voilà la période de pandémie avait beaucoup de choses positives à leur apporter. Avis personnel, et je dis bien que c'est un avis personnel, ce n'est pas plus mal que les gens aient eu le temps de réfléchir un peu sur leur cadre de vie et de pouvoir donc changer de direction grâce à ça. Mais donc au niveau professionnel, au niveau économique, on appelle ça donc la grande démission. C'est une période où en fait, voilà, les gens ont décidé de changer là-dedans et surtout, on va en parler un peu plus tard, mais ces gens font un boulot un peu spécifique qui fait qu'ils sont particulièrement touchés là-dessus. Mais on en parle dans la 3e étape si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que nous avons donc aussi? Le Pew Research Center a déclaré en fait que le taux de démission national a atteint son plus haut niveau depuis 20 ans en novembre 2021 dernier, donc il y a quelques mois. Le magazine Fortune, citant donc évidemment le Bureau of Labor Statistics, a noté que le secteur du commerce, du transport et des services publics a enregistré le 2e taux de démission le plus élevé de son histoire. Donc en 2020, 2021 et 2022, nous connaissons et ils connaissent également aux États-Unis le 2e plus haut taux de démission de travail de leur histoire. Le dernier facteur évidemment de complication pour parler des ports américains est le fait que tous ces cargos en fait supplémentaires sont confrontés à un manque d'espace pour stocker les nouveaux produits une fois arrivés. Ça c'est un truc qu'il va falloir aussi comprendre, c'est que il y a la production, pas assez de cargo, il y a le transport, pas assez de bateaux, et une fois qu'on arrive sur place, il n'y a pas assez d'espace non plus. Le port de Los Angeles a rapporté qu'en octobre 2021, donc il y a de nouveau un peu moins d'un an, 40% de toutes les importations sont restées dans les ports pendant plus de 9 jours. C'est énorme, c'est énorme. Votre matière, vos commandes, etc., la matière première, tout traîne en fait pendant 9 jours. Normalement, ça doit être livré sur bateau, sur camion, ça doit être livré sur train, je sais pas moi, sur bateau, trottinette, j'en sais rien, presque immédiatement. Généralement c'est immédiat, c'est dans les 48 heures, c'est envoyé, c'est pesé. Ici donc les importations sont restées dans le port pendant plus de 9 jours de moyenne, 40% en tout cas de ces importations là, c'est énorme, énorme. En février 2022, donc là maintenant il y a 5 mois, 69 000 autres cargos vides occupaient un espace précieux sur le port parce qu'on n'avait pas assez de gens pour s'en occuper et que tout est saturé. Autre élément qui fait qu'il y a une perte d'espace et une perte de temps, une perte donc énorme là-dessus, c'est qu'il n'y a pas assez de gens pour s'en occuper. Avant la pandémie, en fait, la plupart des marchandises restaient dans le port environ entre 2 et 4 jours maximum en moyenne. Selon évidemment le mode de livraison, c'est ce que je vous disais, j'ai enfin la réponse. Cette en fait stagnation a conduit en fait le port de Long Beach et de Los Angeles à facturer en fait aux entreprises des frais donc de $100 par jour pour tout conteneur non enlevé dans les 9 jours suivant son arrivée. Donc ils ont dû arriver au stade où il a fallu également pousser les gens à venir chercher leurs conteneurs rapidement. Et vous allez voir qu'il y a un autre élément qui est problématique, c'est le transport. Et ça tombe bien puisque c'est notre 3e étape. Mais vous allez vite vous rendre compte que c'est pas évident, c'est pas facile et c'est un peu la merde également. Donc étape numéro 3, nous allons parler donc des transports interétatiques, donc transport entre les États. Alors la grande question, camion, train, trottinette, je disais en rigolant, mais est-ce que principalement camion ou train? En fait, les transports, il n'y a pas de bonne réponse à ce que vous voulez prendre et utiliser en fonction du type donc de marchandises que vous avez commandé. Enfin, quand je dis vous avez commandé, mais quand vous êtes une entreprise, voilà, que vous avez acheté. Il n'y a pas de bonne réponse car vous êtes sûr d'avoir donc des retards et des majorations avec les deux méthodes à l'heure actuelle. Ça, dans un environnement sans crise, en fait, le transport de marchandises par train est à la fois moins cher et plus respectueux de l'environnement, donc il est favorisé. Mais les cargos peuvent être chargés sur des trains donc pendant cette période, donc avant la pandémie. Les cargos sont chargés donc sur des trains
énormes, effrayants, et ils peuvent transporter donc de grandes quantités de marchandises vers plusieurs, ce qu'on appelle les hubs centraux, donc des centres de distribution. Un hub, ouais, c'est vraiment où on vient débarquer, donc une première étape où on débarque la marchandise et puis qui est répartie avec différents transporteurs, etc. Et ces hubs centraux sont évidemment donc situés au milieu de l'Amérique, mais on a la même chose en Europe. Évidemment, je vous laisse vous renseigner là-dessus si vous voulez en savoir plus. Moi, je suis avant tout intéressé par la question, je ne suis pas spécialiste, loin de là. Du coup, à partir de ces fameux hubs centraux, de ces gares de triage centrales, voilà, gares de triage, les produits en fait d'une entreprise peuvent être ensuite être divisés en plus petites expéditions vers des entrepôts ou des centres d'exécution spécifiques sur des distances beaucoup plus courtes par rapport à vous. Pour faire court, donc au cours de l'année de l'été 2021, maintenant il y a à peu près un an, les cours du triage ont atteint en fait leur capacité de stockage maximum et ne peuvent plus accepter de conteneurs. Donc depuis été 2021, ces fameux hubs, ces fameux cours de triage ont atteint leur capacité de stockage maximum. En plus de cela, les anciens arrivages de produits sont restés coincés, donc c'est les nouvelles unités, puisque les anciennes unités sont, quand je dis unités, c'est par exemple cargo, les anciens cargos sont arrivés et en fait on a fait que rajouter au-dessus. Et du coup, avant d'arriver sur les cargos du bas, il faut vider les cargos du dessus. En fait, ils sont restés donc coincés sur les nouvelles unités, laissant donc les entreprises sans aucun moyen d'accéder à leurs marchandises non plus. Ce qui est problématique. Donc, si vous avez commandé quelque chose début de la pandémie, vous avez moins de chances de le récupérer que si vous avez commandé quelque chose fin de pandémie. La fameuse émission, donc, on avait regardé de 60 Minutes, en fait, s'est entretenue avec un des propriétaires d'entreprise qui recevait donc des frais pour ne pas avoir ramassé la cargaison à laquelle il ne pouvait pas accéder, dont il ne pouvait pas en fait accéder sur le quai du port et ensuite dans les centres de distribution. Donc les gens sont pénalisés, je suis désolé, c'est un biais de le dire comme ça, mais en gros, vous avez commandé quelque chose, il y a eu des problèmes, d'autres marchandises sont passées au-dessus et en fait, tant que eux-mêmes ne vident pas ce qu'il y a au-dessus, ils ne peuvent pas accéder en dessous. Mais si vous ne le récupérez pas dans les 9 jours, vous êtes facturé pour ça. Sauf qu'on vous dit qu'on ne peut pas y accéder tant qu'au-dessus, c'est pas réglé. Enfin, c'est un truc, beaucoup de propriétaires d'entreprises, notamment de distribution, donc, reçoivent donc des frais pour ne pas avoir ramassé leur fameuse cargaison au-delà des 9 jours. Voilà, des situations qu'ils considèrent évidemment, c'est le média en question est un peu biaisé puisque voilà, c'est des médias américains et du coup très pauvre entreprise, c'est pas juste, machin, etc. Mais voilà, ils considèrent donc que ce sont des situations qui sont injustes comme celle-ci. En fait, on commence à faire, tout simplement, on commence à faire fuir les gens du coup de l'option ferroviaire puisque c'est mal géré, on va recevoir des frais supplémentaires, ça coûte plus cher. Puisqu'on aura des frais à prendre dans la gueule en plus et c'était pas prévu. Pour tenter de rattraper donc le temps perdu à cause des fameux retards liés au train, au hub et aux gares de triage, etc. des cargos, en fait les entreprises se sont tournées vers l'alternative plus rapide, plus coûteuse et moins efficace, notamment du transport par camion. Si le passage du transport intercontinental au camion peut sembler être une option coûteuse mais meilleure, malheureusement, la réalité est un peu plus sombre et beaucoup moins cool que ça, sans parler évidemment de l'impact écologique que ça a. Mais voilà, n'en parlons pas spécialement aujourd'hui. Selon donc un article, voilà, je l'ai ici, un article de Forbes datant de janvier 2022, 71% de l'économie américaine est transportée par des camions. 71% en 2022, il y a 6 mois. Le Wall Street Journal établit donc un lien entre l'augmentation de 130% des camions sur la route, la plus populaire notamment de Los Angeles à Chicago, et une augmentation de 59% du prix du transport de marchandises sur cette même route. Donc on a un 130%, donc on a une augmentation du nombre de camions, et on a aussi une augmentation donc de 59% du prix des transports. Ce même article donc révèle également que le taux de roulement des camionneurs avant la pandémie était déjà extraordinairement élevé. Il était établi à 94 à 94%. En décembre 2021, donc l'American Trucking Association a publié des données indiquant qu'il y avait donc à l'heure actuelle une pénurie de 80 000 camionneurs. Cette pénurie de camionneurs est un autre résultat,
je veux dire résultat, mais conséquence de la fameuse grande démission dont je vous parlais un peu plus tôt. Si l'on réfère notamment voilà, au Pew Research Center, les trois principales raisons invoquées par les gens pour justifier leur démission, notamment dans ces métiers-là, eh bien en fait ces raisons sont les suivantes. On a donc le faible salaire, le manque d'opportunités d'avancement et le sentiment d'être méprisé par les entreprises. Ça, ce sont les trois grandes raisons qui sont sorties là-dessus. Et c'est également le cas en Europe. On avait fait les recherches, etc. Je touche pas assez pour ce que je fais. Manque d'opportunités, évidemment, d'évoluer, d'avancer et surtout le mépris des entreprises vis-à-vis de leurs employés les pousse du coup à la démission. Le mépris, c'est pas juste on vous maltraite dans votre entreprise, mais c'est également le manque du coup d'investissement et d'accompagnement pour l'évolution donc de vous-même dans votre entreprise. Par exemple, le besoin de faire des formations, de diversifier vos compétences, de peut-être changer un peu vos cadres ou vos besoins, vos attentes vis-à-vis de votre boulot, hein, mine de rien. Voilà, ça c'est le fameux sentiment de mépris et du coup de n'être que personne dans cette boîte écrasante, hein, évidemment, comme dirait notre cher King Jude dans Stupéflip, abat la hiérarchie. Bref. Les chauffeurs donc routiers appartiennent donc certainement donc à cette première catégorie donc de ceux qui ont un faible salaire compte tenu de la structure actuelle du système de rémunération qu'ils vivent. Plutôt en fait que d'être payés, les camionneurs, il faut savoir, les chauffeurs sont payés au chargement. Donc ils ne sont pas payés à l'heure, ils sont payés au chargement. Réfléchissez un peu avec tout ce que je vous ai dit, les problèmes d'accès aux marchandises, le fait que tout soit surchargé, etc. En fait, Inside News a expliqué donc comment, en raison d'un trop grand nombre de cargos immobilisés donc dans les ports, en fait, les chauffeurs peuvent attendre jusqu'à 8 heures donc dans des files d'attente de plus de 8 km pour prendre leur prochaine livraison en amont, donc à l'entrée des ports, sans aucune compensation, voilà, pas facile de le dire celui-là, sans aucune compensation supplémentaire. Si l'on se réfère à ce même article donc d'Insider News et également au reportage qu'on a regardé donc sur 60 Minutes, on constate en fait que le système de ramassage lui-même présente de profondes lacunes. Du point de vue du port, en fait, les camionneurs manquent leur ramassage à un taux en fait d'environ 30 à 50%. C'est pas que soudainement le truc tombe à côté du camion et ils l'ont pas, ils ont raté leur ramassage, mais c'est-à-dire que il y a 30 à 50% donc de retard, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire si vous ramassez votre cargaison en retard, eh bien ça fait partie du fameux taux de ramassage qui du coup baisse puisque vous ne l'avez pas à temps, et bien du coup ça a un délai, etc., etc. Enfin, tout ça, c'est une machine qui est très grosse, très complexe. Et comme il n'y a pas de place pour les conteneurs vides, puisque tout est chargé, et qu'il n'y a pas de place pour les conteneurs pleins, puisque tout est surchargé aussi, et que l'équipement nécessaire pour déplacer ces articles est bloqué par d'autres bateaux qui arrivent, eh bien nous nous retrouvons encore une fois, mesdames et messieurs, dans une impasse. Grosse impasse. Camions peuvent pas rentrer, ports surchargés, les usines peuvent pas. Est-ce que c'est est-ce que la raison principale, hein, revenons quelques minutes en arrière, c'est pas juste le fait que certains ont voulu éviter de perdre des plumes dans l'équation? Bref, je ne sais pas, réfléchissez-y, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Puisque nous arrivons donc dans la quatrième étape, on va parler des entrepôts et des entreprises qui tournent autour donc de ce business. En fait, la dernière étape de la chaîne d'approvisionnement en ce qui concerne donc cet article et cette vidéo, en fait, selon Insider News, en fait, il s'agit principalement de la question des entrepôts. Le Wall Street Journal, évidemment, a écrit que les temps de déchargement dans les entrepôts ont augmenté de 30%, donc également encore du temps perdu. Il y a deux raisons principales à ça, le manque de main-d'œuvre et le manque d'espace. No shit Sherlock, c'est exactement ce qu'on vous explique depuis maintenant 30 minutes. Si les retards peuvent retenir donc les stocks à l'étranger, lorsque les articles en fait arrivent enfin dans les entrepôts, de nombreuses entreprises en fait ont commandé bien au-dessus des capacités d'installation qu'ils avaient à la base, puisque manque de transport, on va prendre plus parce que sinon on va avoir des délais de 4 mois de retard, etc. On ne peut pas nous permettre, machin. Achète plus, vite, 30% en plus de moyenne. En décembre donc 2021, Insider News toujours a enregistré en fait que les entrepôts près donc de Los Angeles, de LA et de Long Beach n'avaient que 1% de leur espace d'entreposage ouvert en moyenne.
1% des espaces d'entrepôt seulement étaient disponibles et que le reste était tout simplement surchargé. À l'échelle nationale américaine, les entrepôts ont observé donc un taux d'inoccupation moyen de seulement 3,6%. C'est-à-dire que les entrepôts à l'échelle nationale américaine n'ont que 3,6% d'espace donc disponible pour accueillir de nouvelles marchandises. Il s'agit donc de la capacité la plus faible qu'a connue le pays depuis tout simplement 2002. 2002, oui, c'est ça, c'est en effet 2002, donc il y a 20 ans. Un grand classique, nous revisitons donc problématique de cette boucle-là, la grande démission, pour aborder la pénurie de travailleurs ici. Pas besoin de vous réexpliquer ce qui s'est passé, c'est pareil dans ce type donc dans cette étape-là. Les emplois en fait dans les entrepôts sont souvent saisonniers. En fait, il faut savoir un truc, et principalement aux États-Unis. J'aimerais bien. D'ailleurs, est-ce que si vous connaissez des gens qui travaillent là-dedans, avec un témoignage ou quoi, mettez-moi donc les explications aux hommes de commentaires, ce serait très cool de le savoir. En fait, les emplois dans les entrepôts sont souvent saisonniers. Il y a des heures irrégulières dans des environnements bruyants et surtout. Et ça a été la chose qui a été relevée par l'Office de la santé. J'ai oublié le nom, l'Office de la santé américain. J'avais été chercher l'information. Ce sont en fait des jobs qui sont durs physiquement, qui sont difficiles. Les bas salaires, les avantages sociaux médiocres. Le syndicat qui s'est formé chez Amazon là, il y a quelques temps, qui est une première dans l'histoire de cette boîte. Les bas salaires, les avantages sociaux médiocres et le temps de formation inexistant constitue en fait un autre cauchemar logistique à l'étape finale en fait de la chaîne d'approvisionnement, puisque on se retrouve avec des gens sous-payés qui ont peu d'intérêt à s'investir et surtout dont le temps de formation et du coup la qualité de travail est très faible. Forbes, donc le magazine Forbes a enquêté donc sur le problème en octobre 2021. On revient donc quasiment un an en passé. Et en fait, Forbes a constaté que le ministère du Travail a répertorié que 490 000 donc 490 000 ouvertures de postes en juillet 2021 dans le secteur de l'entreposage et du camionnage. Donc le ministère du Travail ne sépare pas évidemment ces secteurs aux États-Unis. Comme vous l'avez vu précédemment, donc le secteur du camionnage a confirmé avoir besoin de 80 000 camionneurs minimum si on ne veut pas voir cette profession imploser par manque de personnel. Ce qui explique pourquoi il y a une grosse crise en Europe autour donc des chauffeurs de camions, parce qu'ils sont mal payés. Du coup, on va aller chercher des chauffeurs qui sont très très peu respectueux des normes de sécurité, notamment pour eux, la raison pour laquelle certains s'endorment, etc. Enfin, si vous bossez un tout petit peu dans la logistique et que vous travaillez à ce niveau-là, vous savez de quoi je veux parler. N'hésitez pas, expliquez-le aux autres. Là, dans cette vidéo qui est déjà très longue, je vais peut-être pas pouvoir le faire. Faites le calcul donc de tous ces éléments-là et vous verrez que les entrepôts ont également donc un besoin urgent d'employés, mais surtout d'un besoin urgent donc de main-d'œuvre. Alors maintenant, j'aimerais bien un peu parler, puisqu'on arrive plus ou moins sur la fin donc du sujet. Comme ça, vous avez maintenant tous les éléments en tête. J'aimerais bien un peu parler des perceptions d'avenir que beaucoup donc d'analystes, de gens au niveau économique font. C'est en fait surtout que la morale en fait de cette histoire d'horreur, certains disent « Oh mon Dieu, quelle horreur !» de la chaîne d'approvisionnement, est que la dépendance à l'égard de la fabrication étrangère a finalement rattrapé nos sociétés et surtout la société américaine et le reste du monde. La pendule, en fait, doit revenir à la production en usine locale. Ça, c'est ce qu'ils ont analysé, très probablement en tirant parti des nouvelles technologies d'automatisation. Et c'est là qu'on va commencer à avoir du positif, un petit peu de positif sur le plan économique, puisque les pays européens et asiatiques utilisent déjà des processus d'automatisation très avancés dans leurs ports, alors que les États-Unis ont des décennies de retard à ce niveau-là. Même avec l'intervention du gouvernement, en fait, Business Insider a révélé que les experts prévoient que le coût d'expédition continueront à augmenter jusqu'en 2023, quoi qu'il arrive. La politique étrangère, évidemment, joue un rôle croissant dans un avenir proche. Et là, on arrive donc dans le moment où vous allez sortir, vous allez prendre l'air, ouvrir une fenêtre avant de lâcher vos trucs en zone de commentaires. Mais il y a une sorte d'incertitude. L'incertitude, en fait, tout simplement, règne quant à la manière dont la politique du zéro Covid, notamment de la Chine, va donc faire dérouler les choses à l'avenir. Par exemple, ce mois-ci, enfin c'était en juin, donc c'était le mois passé, la Chine a interrompu donc sa production
mais il a fait marche arrière une semaine après. Ça, c'est ce que Bloomberg donc analyse. Et en fait, cette volte-face s'inscrit dans le cadre des relations déjà très tendues entre ces deux pays, donc les États-Unis et la Chine, surtout depuis la guerre commerciale qui a eu lieu à l'époque de Trump. Pour ceux qui se souviennent, la Chine et les États-Unis ont eu une guerre commerciale. Donc voilà, il y a un mois, production interrompue, puis reprise, etc. Et de plus, avec la possibilité que la Chine soutienne la Russie et tombe donc sous le coup des sanctions commerciales russes, la crise en Europe de l'Est pourrait tout simplement dévaster la chaîne d'approvisionnement encore plus qu'elle ne l'a fait jusqu'à présent. Et ça, je parle principalement pour la crise du papier, que nous connaissons énormément. Si vous êtes éditeur, si vous jouez au trading card game, vous l'avez probablement entendu parler, mais il y a évidemment d'autres chaînes d'approvisionnement qui sont touchées par ça. La Harvard Business Review nous informe que l'une des premières répercussions sera la montée en flèche des prix déjà du pétrole, qui se répercutera sur les tarifs de transport et du coup sur les biens de matières premières qui sont déjà exorbitants. Si vous avez vu votre facture d'électricité et de gaz, vous savez de quoi je parle. De plus, certaines industries dépendent notamment de la Russie et de l'Ukraine pour les matières premières et les composants vitaux à leur fonctionnement. Pour l'avenir, des endroits comme par exemple le Texas sont en train de devenir l'épicentre de la prochaine génération de l'industrie manufacturière américaine. Pour trouver en fait des solutions à court terme, ce que plusieurs centres et analystes proposent, c'est qu'il est temps en fait de s'inspirer de certaines des plus grandes entreprises du monde. Alors personnellement, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas spécialement d'accord parce que les grosses entreprises trouvent des solutions parce qu'ils ont les moyens de les trouver, mais ce ne sera pas à la portée de tous. En dehors de mon avis personnel, qui est probablement subjectif, mais voilà, ce que eux établissent, c'est que il faut s'inspirer des plus grandes entreprises du monde. Et la grande question, c'est notamment Amazon. Amazon, en fait, s'en est sorti relativement indemne pendant toutes ces perturbations, grâce en fait à la possession et à l'exploitation de la majorité de sa chaîne d'approvisionnement propre. Donc plutôt que de tout le temps acheter et de sous-louer et je vais pas dire sous-louer, mais de sous-traiter, c'est ça le terme. Plutôt que de sous-traiter éternellement son transport, son achat, etc., eh bien ils possèdent et exploitent donc la majorité de leur propre chaîne d'approvisionnement. L'entreprise, évidemment, donc Amazon a commencé à fabriquer ses propres cargos, a embauché ses propres chauffeurs routiers. Il a acquis donc des navires de charge beaucoup plus petits, certes, mais du coup qui peuvent décharger dans plus de ports beaucoup plus petits et donc moins encombrés. Et il a même investi dans sa propre flotte de fret aériens, dans ses propres avions. Évidemment, on aime, on n'aime pas. Je vous laisse libre de penser ce que vous voulez, mais voilà. C'est ce qui est préconisé par beaucoup d'analystes américains, évidemment. Et dans un autre exemple, leurs concurrents, par exemple Walmart et Home Depot, ont décidé en fait de mettre de côté leur chevauchement de marché, puisqu'ils sont en opposition au niveau, ils sont en concurrence. C'est pas en opposition, ils sont en concurrence au niveau du marché, et en fait ils ont décidé donc de mettre de côté leur chevauchement de marché et ont décidé de collaborer les uns avec les autres pour contribuer à réduire les blocages et les hausses de prix en partageant les espaces et le coût des conteneurs et des camions. Du coup, il est peut-être temps en fait pour les développeurs de jeux de société indépendants d'ouvrir davantage en fait de lignes de communication entre eux et de coordonner leur production et leurs expéditions afin d'acheminer plus efficacement possible leurs marchandises, notamment à travers les États-Unis, si ça vient des États-Unis, ou tout simplement à travers l'Europe. Et c'est ça qui est important de retenir après toute cette explication-là, c'est que si on peut apprendre quelque chose de la part des grosses entreprises, c'est qu'il est peut-être intéressant à l'heure actuelle pour les plus petits producteurs d'ouvrir des lignes de communication entre nous, entre eux, pour coordonner les productions et peut-être du coup commander les choses en même temps afin de faciliter. J'espère que cette petite explication vous aura permis donc de comprendre les différents problèmes liés en fait aux différents endroits de nos fonctionnements économiques et pourquoi tout simplement les prix vont encore augmenter d'ici probablement 2023 pour les plus positifs, pour les plus optimistes. En espérant ne pas vous avoir plombé votre soirée, bien évidemment, moi je vous remercie pour votre patience, c'était quand même une grosse vidéo, et je vous invite à vous abonner à la chaîne car c'est gratuit, très très cool. En attendant de vous retrouver pour la prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine fois mes amis, et bon jeu à tous.